Nous à nous rejoindre par le son et par l'image. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être là avec nous pour cette nouvelle saison des Minutes de l'X, un rendez-vous proposé par l'École Polytechnique Executive Education. Comme à l'accoutumée, notre objectif va être d'ouvrir à chaque fois une fenêtre sur la recherche telle qu'elle se fait à l'École Polytechnique, avec cette saison deux nouveautés qui marquent un petit peu notre retour. D'abord, vous constaterez qu'on n'est pas dans le même format que d'habitude. Nous avons souhaité proposer un format plus interactif en faisant dialoguer l'enseignant-chercheur avec un ancien élève de l'IX qui est inséré dans l'économie et qui a accepté de dialoguer sur le thème choisi. Deuxièmement, nous nous sommes donné des thèmes pour cette année. Un premier thème dans lequel le webinaire d'aujourd'hui prend place est comment la recherche peut contribuer à l'action publique. Donc là, on va en parler sur la question du management hospitalier. Un deuxième thème qui fera l'objet notamment du prochain webinaire est quelle industrie pour le futur. Et donc nous en parlerons notamment avec Thierry Reyna et Joël Rosenberg. Thierry Reyna, donc, qui est enseignant-chercheur en management de l'innovation à l'École Polytechnique, et Joël Rosenberg, qui est un ancien élève de la promo 1984 et expert en technologie intelligente. Nous en parlerons dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, donc, nous revenons un petit peu à la question du Covid, en posant la question, le management hospitalier, quelles leçons de la Covid-19 ? Nous le ferons avec Étienne Mainviel, professeur de l'École Polytechnique, directeur de recherche CNRS au centre de recherche ICUB, médecin de santé publique à l'hôpital Gustave-Roussy, et auteur avec Hervé Dumez d'un rapport qui vient de sortir intitulé « Comment le système hospitalier français a-t-il géré la crise Covid-19 ? Une contribution des sciences de gestion ». Ça nous permettra de voir aussi que le temps de la recherche parfois peut emboîter directement le pas aux événements et alimenter directement l'action publique, en tout cas la décision. Et puis, nous discuterons également avec Aude Niadanou, qui a été diplômée de l'IX en 2011 et qui est également docteur en chimie, cofondatrice d'Antidote Labs, un cabinet de conseil en innovation dans la santé, et qui, pendant la crise du Covid, a été chef de projet à la PHP et a mené un certain nombre d'initiatives innovantes, notamment pour mobiliser l'intelligence collective au-delà des limites de l'hôpital. Elle nous racontera un petit peu ça dans les minutes qui suivent. Alors, peut-être un petit point pour vous rappeler à tous les règles qu'on se donne sur ces minutes de l'X. N'hésitez pas à poser dès maintenant des questions. Nous allons passer une petite heure ensemble. Dans un premier temps, nous dialoguerons avec Étienne Mainviel et Aude Niadanou. Dans un deuxième temps, on va essayer de garder un quart d'heure, 20 minutes pour que nos deux intervenants puissent répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Je les poserai moi-même au fur et à mesure ou à la fin à Étienne et Aude. Voilà. Donc, peut-être, première question pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que vous avez fait pendant la période du Covid? Vous avez tous les deux été fort actifs. Et à ce rapport avec Hervé Dumez pour toi, Étienne, et puis beaucoup d'actions innovantes pour Aude. Peut-être, Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue cette idée avec Hervé Dumez de travailler sur cette question du management hospitalier, alors justement que la crise était là et que, l'urgence était partout? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour répondre à ta question, Fabien, en fait, fin avril, moi, je travaillais à Gustave-Roussy comme médecin, notamment dans un dispositif de télémédecine qui avait son importance dans le suivi des patients, dispositif Capri. Et puis, avec donc, mon collègue Hervé Dumez de l'École Polytechnique, on s'est dit que c'était important à chaud d'obtenir le point de vue des acteurs et de comprendre comment le management hospitalier résistait ou pas d'ailleurs par rapport à la crise. Et donc brièvement, on a commencé à faire des entretiens, on en a fait finalement 55 en un mois et demi par un dispositif Zoom. Donc pour l'anecdote, il y avait des journées où on avait 5 entretiens Zoom à l'affilée. On s'est efforcé d'avoir un panel représentatif. Alors représentatif sans aller dans le détail, c'était à la fois des acteurs hospitaliers de terrain, des étudiants, beaucoup de soignants, des médecins, des réanimateurs bien sûr, une dizaine de DG de CHU, mais d'autres directeurs d'hôpitaux, les administrations avec
l'administration centrale, les DG d'agences régionales de santé, et puis les cabinets de la santé, Matignon et l'Élysée, puis des acteurs un peu, si je puis dire, périphériques mais importants, comme les pharmaciens de ville, médecins de ville, et sans oublier évidemment les patients et les représentants de patients. On a couvert les points sensibles, Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France, mais aussi on est allé dans d'autres régions pour comprendre un peu la variété des situations. Et le dernier point que je souhaiterais rajouter, c'est qu'on a essayé de le faire à chaud, c'est-à-dire au moment où la crise était un peu en décélération, fin avril, début mai, mais encore présente. Donc on s'est retrouvé dans des situations où nos interlocuteurs s'interrompaient simplement parce qu'ils allaient en cellule de crise dans l'immédiat. Merci Étienne. Donc, on va rentrer dans le fond de ce rapport dans quelques instants. Aude, de votre côté, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu depuis la PHP cette période de crise du Covid, de la Covid, Oui. comme il faut dire maintenant? Oui, bien sûr. Alors, bonjour aussi à tous et à tous. Merci d'être connectés aujourd'hui pour discuter avec nous de ces sujets. Moi, en fait, je travaillais à la PHP depuis février 2019, au siège de la PHP, dans la direction du pilotage de la transformation, dans une équipe dédiée à l'innovation organisationnelle et numérique. Pendant la crise, l'équipe de laquelle je faisais partie a été extrêmement mobilisée dans différentes cellules de crise, notamment justement sur des sujets plutôt innovants, sur des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire et sur des outils soit qu'on était en train d'essayer de déployer et qu'il fallait déployer plus vite, soit qu'on n'avait pas forcément utilisé avant à la PHP. Moi en particulier, j'ai été sur 4 gros sujets. Le premier, c'était OptiSoin, la plateforme qui a permis de proposer des services aux professionnels de santé pour les accompagner, les soutenir pendant cette crise. Assez vite, j'ai monté ce qu'on appelait à ce moment-là le Slack des volontaires, et c'est surtout là-dessus, je pense que je détaillerai tout à l'heure, qui était une plateforme de recrutement et d'organisation des renforts citoyens à la PHP, et j'insiste là-dessus, puisqu'en fait, on a eu 20 000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme, qui n'étaient pas des soignants, mais qui voulaient apporter leur aide, et on a pu mobiliser parmi elles 1200 personnes qui sont vraiment intervenus pendant la crise sur différentes actions hors soins. Mais j'en parlerai plus tout à l'heure. Et après, grâce à ces volontaires en particulier, on en a recruté dans 2 cellules que j'ai participé à créer et à gérer. La première, c'est la cellule RH qui a permis de recruter, enfin, d'accélérer plutôt le recrutement de soignants en renfort. Et la deuxième, c'était Covisan, qui est un dispositif dédié au dépistage qui a été créé en amont du déconfinement pour essayer de prévenir la deuxième vague. Voilà un peu l'étendue des différents sujets sur lesquels j'ai travaillé. Merci beaucoup. On va rentrer un petit peu plus dans chacun des sujets. Étienne, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as pu capter lors de ces entretiens que tu as pu mener avec Hervé Dumez, notamment, comme tu le disais, tu les as fait à chaud, tu les as fait à un moment d'urgence, les gens étaient parfois appelés en cellule de crise, donc tu as pu capter non seulement le côté réflexif, la réflexion à froid des gens, mais surtout le côté peut-être dramatique, l'urgence et l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'abord peut-être comment ça s'est passé, comment tu as ressenti toi-même les choses, et puis dans un deuxième temps nous donner un petit peu les principales recommandations, les principaux résultats, les principaux apports de ce rapport? Alors, effectivement, c'est important de souligner l'ambiance, l'atmosphère, parce que quand on interroge des gens fin avril, début mai, jusqu'à mi-juin, il y a un caractère émotionnel qui est manifeste. Des personnes avaient vraiment le désir de rapporter en fait leur expérience, et ce rapport est avant tout un témoignage, un retour d'expérience. Peut-être que dans quelques années, on sera content d'avoir ce type de rapport pour avoir un descriptif de ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est que s'il y avait une tonalité, c'est toujours, il faut rester prudent sur des conclusions générales, mais il y a une tonalité positive qui est manifeste, c'est-à-dire que le système hospitalier a remarquablement résisté à la crise. Alors, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner d'emblée, c'est que ça a été un moment où, presque d'une manière paradoxale, parce qu'on entendait ces dernières années beaucoup de critiques, pas de critiques, mais de souffrances dans le milieu hospitalier, donc il pouvait y avoir une légitime interrogation sur le fait qu'il résiste par rapport à la crise. Et le résultat,
au global et que le système hospitalier a répondu remarquablement avec beaucoup de dévouement, beaucoup de solidarité. Alors, il faut rester prudent parce que cette moyenne positive cache en fait des situations assez contrastées. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ça a été absolument remarquable, mais il y a eu des cas où la situation a été particulièrement dégradée, où c'était de la désorganisation, beaucoup de souffrance au travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester assez prudent sur ces jugements à la moyenne. Alors, sans être trop long, parce que le but du webinaire, c'est d'échanger, mais s'il fallait tirer un enseignement, c'est un enseignement sur le management de la crise. On a appelé ça l'hôpital agile. Ce sont des qualités assez inédites pour l'hôpital qui, d'habitude, travaille quand même dans un régime normal avec des hiérarchies, des formes d'évaluation, une optimisation de la performance. Là, ce qui était demandé, c'est que l'hôpital réponde avec beaucoup de souplesse, de flexibilité, de créativité à la crise. Donc, on a identifié aussi en lien avec des théories de management, de crise, des points qu'on a repérés, identifiés. Donc, sans les citer tous, évidemment, je ne peux qu'inviter les participants à lire le rapport. C'est des enseignements, on en a 6. D'abord sur l'anticipation. Un petit point sur l'anticipation, c'est que ce qui a beaucoup frappé dans la crise, et c'était rapporté par beaucoup d'acteurs, c'est le fait qu'on n'était pas prêt dans nos têtes. C'est-à-dire qu'il y avait les signaux devant nous, que ce soit la Chine et puis l'Italie plus proche de nous, mais ce n'est pas parce qu'il y avait toute l'information que les gens ont tout de suite réagi à bon escient. Il y a eu quand même des opérations de connaissance qui ont mis un peu de temps à se mettre en place. Et là, il y a des formes de management qui peuvent aider pour le futur. Le deuxième aspect, ça part d'un postulat qui est quand même important à souligner, c'est que toute crise est inédite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce qui est arrivé sur la crise Covid est quelque chose qui pouvait être attendu et que la prochaine crise sera similaire à la crise Covid. C'est pour cela que la question de l'adaptation est fondamentale d'un point de vue managérial, parce qu'on peut faire par exemple tous les stocks de masques qu'on veut à la sortie de crise Covid, peut-être que ce n'est pas le besoin qui sera nécessaire lors de la prochaine crise dans quelques mois. Donc l'adaptation, deuxième élément, avec le travail d'équipe, une force de cohésion d'équipe très importante. Le soutien psychologique, on a été très frappé sur le fait que à côté des cellules d'aide, il était important que les personnes soient soutenues psychologiquement. Certains nous ont dit que la simple présence physique, par exemple, de directeurs d'hôpitaux dans les services était importante. Petite pointe ironique, certains ont rajouté que c'était même quelque chose qu'ils ne voyaient pas d'habitude et qu'ils n'avaient jamais autant vu un directeur d'hôpital dans les services. Donc le soutien psychologique, la créativité, on y reviendra certainement, organisationnelle, comme Aude le souligne. Il y a eu une qualité assez inédite par son ampleur de créativité, de bricolage, avec évidemment le thème de la télémédecine, mais pas seulement comme étant une innovation majeure pendant cette période. Des questions de coopération entre public et privé, assez soutenues par les agences régionales de santé en règle générale, parce que ce n'est pas des démarches spontanées. Ça pose des questions aussi de travailler avec des gens avec qui on a plutôt l'habitude d'être en concurrence. On a beaucoup lu aussi à cette époque sur les travaux dans les crises militaires, qui sont souvent des références. On s'est beaucoup inspiré de travaux, en étant très rapide. L'armée américaine en Irak et en Afghanistan a été confrontée à un problème pendant un an, c'est qu'ils étaient surentraînés, très forts, beaucoup plus nombreux, mais ils essuyaient beaucoup de revers. Et le retour d'expérience a montré que ça venait justement de ces défauts de coopération entre des équipes qui étaient peut-être surentraînées, mais qui avaient du mal à travailler ensemble alors qu'elles étaient dans des lieux différents. Et c'est un peu par analogie ce qui s'est passé pendant la crise, c'est de déclencher ces formes de coopération au sein de l'hôpital et aussi entre hôpital et médecine de ville. Puis le dernier sujet sur ces 6 enseignements, c'est la question d'être accompagné par les tutelles. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'on soit un État centralisateur. Nous, on a constaté que dans les faits et dans ce qui nous était rapporté, que c'était pas mal d'avoir quand même un État centralisateur parce qu'il donnait beaucoup de consignes, la déprogrammation, les conduites à tenir sur les gestes barrières,
le confinement quand c'était nécessaire. Par analogie, aux États-Unis, actuellement, ils envient beaucoup le système français et sa centralisation, alors qu'eux sont décentralisés. Ce n'est peut-être pas le seul facteur, mais on voit que d'un gouvernement à l'autre fédéral, il y a quand même des problèmes de coordination. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce rapport aux tutelles en montrant que ce n'est pas une question de légitimité des niveaux central, régional ou autonomie locale, mais c'est une articulation entre ces trois niveaux, avec évidemment la revendication de l'autonomie locale. Ce sont un peu ces 6 enseignements qui font cet hôpital agile et qui sont, de notre point de vue, assez importants parce que c'est des démarches qu'on a observées sur le terrain, mais qui ne sont pas systématiques et qui ne sont pas réflexes. Et ça pose la question de savoir, on y viendra certainement dans quelques minutes, mais comment en bénéficier dans le futur, comment consolider ces réflexes, ces compétences, et probablement par une question de formation. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est cette agilité qui peut-être même a étonné dans un monde qui est plutôt, qu'on est habitué à voir comme bureaucratique et figé, alors qu'il a été d'une grande plasticité, d'une grande mobilité. Justement, c'est peut-être ça aussi que montre l'expérience de Aude à la PHP, qui est quand même l'une des plus grosses administrations dans le domaine de la santé, et qui a pourtant bouillonné d'innovation à ce moment-là. Peut-être, Aude, que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment ça s'est passé, notamment peut-être sur ce Slack des volontaires, comment l'idée est venue, comment vous avez procédé, quelles sont les règles que vous avez peut-être dû transgresser s'il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu, on en a parlé un petit peu, puis un petit peu aussi les résistances et les alliés que vous avez pu trouver. Alors, je crois qu'il faut que vous rétablissiez le son, Aude. En effet, pardon, je m'étais mis en muet pour éviter tout bruit parasite pour la tienne. Donc oui, en effet, je vais vous raconter un peu plus en détail cette aventure assez exceptionnelle du Slack des volontaires. Et j'insiste dès maintenant sur le fait que c'était une aventure qui était collective, c'était un élan collectif qui est assez impressionnant. Et que moi-même, j'ai été très surprise que ça prenne une telle ampleur. Je vais essayer de vous le raconter un peu de manière chronologique les différents événements pour que vous vous rendiez compte aussi de la vitesse à laquelle ça s'est produit. Donc, comme je vous disais, moi, je travaillais à la PHP à ce moment-là en tant que chef de projet innovation. J'étais à temps partiel pour travailler à côté sur mes projets entrepreneuriat. Et puis, pendant la crise, je suis passée à temps plein, du coup, pour aider. Ça a commencé tout ça le 15 mars. Je suis partie d'un groupe Facebook des anciens polytechniciens sur lequel une personne avait publié un message en disant que leur stage à l'étranger était annulé, qu'ils étaient disponibles en ce moment, et disait bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment on pourrait se rendre utile pendant cette crise, puisque en ce moment on est totalement disponible. Et donc moi tout de suite j'ai répondu, je travaille à la PHP, je pense qu'on va avoir besoin d'aide. Je vous confirme ça rapidement. J'ai demandé à ma chef qu'est-ce que tu en penses. Elle m'a dit ah oui, vas-y, collecte les noms et les coordonnées des personnes et dès qu'on aura besoin d'elles, hop, on les contactera. Et donc je reviens quelques heures plus tard et j'écris en effet, on va avoir besoin d'aide. Envoyez-moi un email et dites-moi rapidement quelles sont vos compétences. Et puis à chaque fois que je recevais un email, je commençais à mettre ça dans un tableau Excel que je faisais suivre après à ma chef, et assez vite ce tableau Excel est remonté jusque à la direction générale, qui avait du coup sous la main un pool de polytechniciens à qui ils pouvaient faire appel si besoin. Sauf qu'en fait, très très vite, c'est-à-dire dès le lendemain, j'ai commencé à recevoir littéralement des centaines d'emails de personnes qui voulaient aider et qui m'expliquaient en détail leurs compétences, etc. Donc moi, en fait, vu qu'en parallèle de ça, j'étais déjà en train de travailler sur Petits Soins, je faisais ça un peu en plus, je me suis dit, ça ne va pas être gérable. Et donc, le 18 mars, 3 jours après, j'ai créé un Google Form, tout simplement en me disant que j'allais atterrir directement dans un tableur au lieu que je fasse des copier-coller. Et j'ai fait ça très rapidement. Et donc, pour bien rassurer les gens, parce qu'un Google Form, quand même, c'est pas très rassurant, j'ai écrit je m'appelle Onie Danus, je travaille à la PHP, je collecte ici toutes les bonnes volontés, je me charge de rassembler ces bonnes volontés. Et je mets mon adresse email, encore une fois, pour rassurer, pour qu'ils voient que j'étais bien à la PHP, que c'était pas juste du phishing. Et le lendemain, voyant qu'on commençait à avoir des milliers de personnes inscrites, avec ma collègue Louise, puisque tout ça, j'ai démarré avec une collègue qui s'appelle Louise Mello, qui est aussi une Mixette d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait essayer d'organiser ça un peu mieux, parce que transmettre un listing, c'était pas suffisant. On ne pouvait pas savoir qui était déjà occupé,
ou pas, c'était pas la meilleure manière en fait que ce soit à l'AP de contacter les gens. Il valait mieux que ça aille dans l'autre sens. Et donc en fait, on a décidé de créer un Slack. Bon, je ne sais pas si c'est un outil qui est très connu par tous, mais à la PHP, c'était pas utilisé en tout cas. Slack, c'est un outil en fait de messagerie instantanée qui est assez simple d'utilisation et qui est surtout très très pratique parce qu'on peut créer des canaux pour avoir plusieurs discussions instantanées en parallèle de manière un peu organisée. C'est très utilisé dans les startups, c'est pour ça que moi je connais ça par cœur. À un moment, j'étais à Station F avec mon entreprise et Station F gérait tout via Slack alors qu'on était des milliers de personnes et c'était très très bien géré. Et donc, j'ouvre un Slack avec Louise et on décide de créer des canaux par compétences pour trier un peu les gens. Il y avait un canal audiovisuel, un canal data scientist, etc., etc. Et pour qu'à chaque fois qu'on ait un besoin, on puisse aller poster un message en disant au data scientist, bah là, on a une mission pour vous, il nous faut 3 personnes à telle date, avec un minimum de détails, et que ce soit eux qui candidatent en fonction des besoins, que nous, on présélectionne et que derrière, on renvoie les profils aux personnes qui en avaient besoin. On arrive le 20 mars, donc là, ça fait 5 jours que j'ai lu le message sur le groupe des X. La première mission qu'on poste sur le Slack, c'est on a besoin de 3 data scientists et un développeur. C'est Elisa Salamanca, la responsable du département web innovation données, qui m'avait dit qu'assez rapidement, ils devaient lancer des études et qu'il leur fallait des data scientists et des développeurs en renfort. Et en fait, ce Google Form et cette mission-là en particulier ont fait le tour du web. Mais quand je vous dis ça a fait le tour du web, en fait, il y a surtout une personne qui a relayé ça sur Twitter. Et il y a eu littéralement des centaines de retweets. Et le lien du Google Form a commencé à circuler sur des groupes Facebook, sur des chaînes de messages WhatsApp. Ça m'est revenu par plein de moyens. J'avais des amis qui me disaient « Dans mon laboratoire de recherche, on a reçu ce mail, on le fait passer », etc., etc. Et donc moi, en fait, je me retrouvais ensevelie sous les emails de gens qui voulaient postuler pour aider la PHP. Et donc, sur mon compte Twitter, pour essayer de régler ça de manière un peu plus efficace, puisque, encore une fois, c'était ce que je faisais sur mon temps libre. À côté, j'étais encore en train de travailler sur le petit soin. J'ai mis un message épinglé en disant « Si c'est pour la PHP, s'il vous plaît, passez par le formulaire », en remettant le lien du formulaire Google Form. Ce formulaire... à 20 000 participants. Au bout d'une semaine, on était à peu près à 10 000. Et oui, au bout d'un mois, on était à 20 000 personnes. Ce qui est assez intéressant dans la question comme vous me disiez, est-ce que j'ai enfreint des règles? J'ai créé ça vraiment sur une initiative personnelle parce que ça me paraissait évident que c'était utile. Et aussi parce que ma chef, assez vite, m'a dit que c'était une bonne idée et que voilà, un des directeurs généraux adjoints m'a dit oui, vas-y, c'est une bonne idée, mais sans avoir de cadre en fait pour le faire. Et en réparant mes erreurs au fur et à mesure, on va dire. On s'est dit, OK, là, il faut réagir vite. Là, c'est sûr que ça va être utile, on le fait. Mais en fait, à la base, voilà, ce Google Form, il était hébergé sur mon Google Drive. À un moment, j'ai un peu paniqué. J'ai appelé le DPO, le responsable RGPD. Je lui ai dit, à quel point c'est grave que j'ai 11 000 données personnelles sur mon Drive personnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me dit, rajoute une case de consentement tout de suite. Donc, j'ai corrigé mon truc. On a appelé la direction juridique pour dire, en fait, là, il y a des bénévoles qui viennent. Est-ce qu'il faut peut-être une convention, quelque chose pour encadrer le fait qu'ils viennent? Cette convention, elle a évolué 3 ou 4 fois parce qu'on l'a faite super vite, on l'a corrigée. Il fallait qu'on communique au sein de la PHP pour que les gens sachent qu'il y avait cette réserve qui était disponible et qu'ils y fassent appel. Et donc, on a créé un espèce de mode d'emploi, comment se connecter sur Slack, comment poster une mission, qu'on a diffusé par nos contacts personnels. Et puis, au bout d'un moment, le DGA l'a fait tourner à tous les directeurs de site et à tous les directeurs RH. Mais pareil, en fait, tout ça, on l'a fait au départ sans forcément aller chercher la com, ce qui était une grossière erreur. Enfin, en tout cas, dans les protocoles habituels, avant de communiquer quoi que ce soit vers l'extérieur, on contacte la direction de la communication. Mais sauf que moi, j'avais été très vite. C'était un peu une transgression, effectivement. Tout à même fait, si elle n'était ouais. pas volontaire. C'était pas vraiment volontaire. Hein. Au bout de 3-4 jours, je leur ai écrit en disant en fait, on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je vous passe le relais? Enfin, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Moi, j'avais juste essayé de le gérer. Et puis surtout, ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Et puis alors, il y a eu un moment en plus où là, vraiment, je pense que ce que j'ai fait n'a pas plu et enfin, bon, était franchement une transgression. C'est que, en fait, il y avait en même temps un numéro de téléphone qui avait été créé par la PHP pour recruter des soignants. Et comme cette information qu'on recrutait des volontaires non soignants, parce que moi, tout ça, c'était accès hors soignants, commençait à circuler partout, les gens téléphonaient au numéro de téléphone en disant « Bonjour, moi aussi, je veux être volontaire », mais ils n'étaient pas soignants. Et donc, ça faisait perdre du temps aux gens qui géraient le numéro de téléphone. Et la personne qui l'avait créé, à un moment, m'a appelé en me disant « C'est toi qui as fait ça
pourquoi tout le monde m'appelle en me disant qu'ils veulent rejoindre le Slack, je ne comprends rien. Et qu'est-ce que je leur réponds à ces gens? Et donc, je lui ai dit, écoute, dis-leur d'aller sur volontaire-aphp.fr. Je me suis dit, il faut qu'on ait une URL facile à dire. Et puis, j'ai été l'acheter moi. J'ai acheté cette URL. Et j'ai fait une redirection de cette URL vers le Google Form pour que ce soit plus simple. Mais je n'avais aucun droit d'utiliser le nom à PHP dans une URL sans avoir l'autorisation de la direction de la communication. Donc, je dois dire que la direction de la communication était très fâchée et que pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu communiquer avec lui. Il ne voulait pas me répondre. Et en fait, le summum, ça a été le 24 mars. Donc là, on est une semaine après la création du Google Form. On est déjà donc à plus de 10 000 personnes inscrites et je reçois un message sur LinkedIn parce que du coup les gens m'écrivaient tous sur LinkedIn en me demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vous, est-ce que vous travaillez bien à la PHP ou est-ce que c'est du phishing et donc moi je lisais les messages, je répondais un à un, oui c'est vrai, allez-y, inscrivez-vous. Et il y a une personne qui me dit bonjour, j'ai vu sur BFM TV que vous recrutiez des personnes. Et donc là, je dis, pardon, sur BFM TV, mais comment ça? Et donc là, la personne m'envoie un lien vers le site de BFM TV. Et en effet, il y avait le présentateur télé qui disait à un moment, si vous souhaitez aider la PHP a lancé un appel à volontaires, connectez-vous sur Twitter et ils donnent mon nom et ils épellent mon nom pour qu'on puisse me trouver sur Twitter. Et donc là, moi, à ce moment-là, j'ai complètement paniqué. J'ai contacté la direction de la communication en leur disant, écoutez, là, vraiment, ça prend une ampleur que je ne maîtrise pas. Je vous jure que je n'ai pas voulu faire sans vous. C'est vraiment pas moi qui ai voulu que ça en arrive là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en plus, je voulais absolument qu'on crée un formulaire d'inscription qui soit vraiment hébergé par les serveurs de l'AP, parce qu'on était toujours sur Google Drive, ce qui était quand même pas franchement idéal. Et toujours pas de réponse. Et en fait, c'est le 27 mars que j'ai commencé, moi, à être impliquée dans la création de la cellule RH, dont je parlais rapidement tout à l'heure, qui était une des cellules très stratégiques pour accélérer le recrutement des soignants, puisqu'on avait besoin, c'était un des besoins les plus importants, de recruter des milliers de soignants pour ouvrir des lits. Et à ce moment-là, j'ai été en fait un peu vraiment prise sous l'aile de la direction générale. Et à un moment, j'ai eu une demi-heure avec Martin Hirsch pour lui montrer ce que c'était que ce Slack, comment ça fonctionnait, pourquoi je l'avais fait, à quoi ça pouvait servir. Et c'est à ce moment-là que lui m'a donné sa validation. Il m'a dit, écoutez, ce que vous avez fait là, c'est génial. Comment je peux vous aider? Et là, je lui ai dit, si la direction de la communication pouvait me répondre, ça pourrait vraiment grandement m'aider. Et c'est à partir de là, en fait, que je suis re-rentrée dans les rails. Voilà, revient sur des rails. En fait, ce qui est intéressant, c'est que et ce que vous décrivez un peu tous les deux, chacun avec votre optique, c'est un foisonnement d'innovation, d'initiative. Alors, c'est intéressant de le voir, de le voir dans le rapport objectivé. C'est intéressant aussi d'avoir votre retour très détaillé qui montre de manière très précise comment se fabrique une innovation, c'est-à-dire d'abord une idée, des transgressions, mais sans faire exprès parce qu'on ne savait pas quels étaient les processus, des tâtonnements, des essais-erreurs. Oui, je le savais plus ou moins, mais je voulais aller vite en fait. C'est aussi ça. C'est que là, je me disais, c'est la crise, on n'a pas le temps, c'est pas grave, je m'excuserai après. En fait, moi, je me disais, je dis souvent ça, hein, il vaut mieux s'excuser a posteriori que ne pas faire et rater une opportunité qui me paraissait vraiment essentielle pour aider la PHP. Et effectivement, on a quand même eu l'aide de 1200 personnes, donc ça valait la peine. Et donc, effectivement, c'est la légitimation après par le directeur qui vous permet d'avoir, de revenir sur des rails et que ce soit vraiment, que ça devienne à 100% une initiative à PHP. Mais du coup, une fois que vous avez vu ça, tout ça, une fois que vous avez vu l'un et l'autre ce foisonnement qui souvent était quand même suscité, créé par l'urgence, on peut peut-être dire que toutes ces innovations n'auraient pas vu le jour de cette manière-là sans la crise, sans le sentiment d'urgence et sans le sentiment, comme le disait Étienne, que même si ça a tenu, ça pouvait aussi ne pas tenir. Et donc, qu'est-ce qui tient à cette urgence? Et peut-être, qu'est-ce qui serait intéressant de pérenniser un petit peu pour que cet hôpital agile que dessinait un petit peu Étienne puisse être l'hôpital aussi de tous les jours, qui nous paraît pas si agile que ça quand on y va, quand on est patient ou, dans des circonstances qui ne sont pas forcément des circonstances de crise. Étienne, peut-être?
Oui, c'est la grande question que beaucoup de gens se posent actuellement et que s'est posé aussi le Ségur de la santé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut capitaliser de la crise pour l'hôpital de demain. Alors, nous, sous l'angle du management, il y a finalement une équation qui est d'un côté l'hôpital agile, qui réagit face aux menaces et qui est fondamentale parce que tout le monde s'accorde à dire que dans le futur, on va avoir de plus en plus de menaces, d'autres épidémies, des cyberattaques, du terrorisme, et qu'il faut donc, par rapport à ça, vraiment tirer le maximum de l'expérience Covid qui est encore en cours. Je tiens à souligner qu'il y a une question de résilience par rapport à cette agilité qui est de plus en plus prégnante parce que la crise se poursuit sous un format un peu différent, moins aigu que mars, juin, mais encore présent dans les hôpitaux, avec sans doute des équipes qui sont plus fatiguées, un peu plus d'usure psychologique par rapport au mois de mars. Peut-être au mois de mars, il y a eu un effort de solidarité extraordinaire et donc la question de la résilience est fondamentale à l'heure actuelle et dans le futur. Et puis de l'autre côté, il y a, comme tu disais, un régime normal qui par principe est assez antagoniste, c'est-à-dire quand on essaye d'optimiser le fonctionnement d'une structure, on développe des spécialités, on découpe, on a des hiérarchies, on fait beaucoup d'évaluations, des régimes d'autorisation. Et on peut se dire qu'intuitivement, ce type de démarche est assez antagoniste avec la flexibilité et la souplesse nécessaires face à une crise potentielle. Alors à l'analyse, on trouve que c'est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire qu'on a trois orientations. La première, c'est que il est évident qu'il faut que l'hôpital soit beaucoup plus agile dans le futur. C'est une adaptation, une résilience et toutes les formes aussi de créativité qui ont été exposées, qu'il faut essayer d'emmagasiner et de rendre quasi systématique dans le futur. De ce point de vue-là, on parle beaucoup en termes de structure, c'est-à-dire on parle d'adaptation structurelle, de réarmer les lits à l'hôpital. Nous, on pense qu'en complément et peut-être d'une manière prioritaire, c'est du management dont il faut faire preuve, parce que, encore une fois, la crise que nous allons rencontrer la prochaine fois sera sans doute probablement différente de la crise Covid. Et donc, si on réarme en lit de réa et en masque, peut-être qu'on aura tout faux par rapport aux besoins de la prochaine crise. Donc, il y a vraiment une forme d'adaptation managériale qui est utile en toutes circonstances. Donc, première orientation, renforcer cette agilité. Deuxième orientation, c'est qu'on voit bien que ce soit en régime normal ou face à une menace, dans les deux cas, il y a un management qu'on a appelé de proximité, un micro-management qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il est fondamental pour répondre à la menace. Le local qui est en première ligne a besoin dans ces cas-là d'être très soudé, très cohérent, beaucoup de soutien. Mais même en régime normal, le manque d'attractivité des métiers du soin est en partie, pas seulement, mais est en partie lié aussi à ces défauts d'organisation d'équipe au quotidien et de ce management de proximité qui est assez absent. J'ai dit qu'il y avait une tonalité positive en règle générale, mais il y a des situations qu'on a pu observer où c'était très dégradé avec beaucoup de rivalité, des égos, des jeux de pouvoir. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas un management de proximité qui s'installe, ça peut être très néfaste, que ce soit face à une crise ou en régime normal dans les pertes d'attractivité. Et la troisième orientation, c'est de dire, au fond, la crise a été un exercice aussi par rapport au Ségur de la santé, où beaucoup d'acteurs ont essayé de récupérer des arguments de crise par rapport à leurs propres revendications. Donc c'est un exercice assez difficile de comprendre qu'est-ce qu'on peut capitaliser et d'essayer de garder la distance. Je ne sais pas si on l'a fait, mais ce qu'on a noté, c'est que ça a révélé en fait deux conceptions de la performance hospitalière qui étaient déjà connues avant la crise, mais une conception assez classique, historique, qui est la performance de l'hôpital interne, c'est-à-dire j'optimise l'activité, et puis une deuxième vision qui fait son chemin, notamment avec Ma Santé 2022, qui est l'installation de l'hôpital dans son territoire, ce qui est un autre rôle et qui peut être assez différent du premier, qui est l'hôpital en interne. Dans le cas de la position de l'hôpital dans un raisonnement territorial, c'est toutes les formes de coordination autour du parcours du patient qui se jouent. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il est fondamental d'avoir des scénarios de transition. Ce n'est pas de remettre en cause la performance de l'hôpital en interne
ou la performance dans sa position territoriale, c'est de comprendre comment on marie les deux. Et il y a des concepts de management, sans rentrer trop dans le détail, qui sont assez intéressants à explorer. On parlait avec Aude, par exemple, d'innovation, de créativité. Il y a un arbitrage à trouver entre le fait d'être dans la créativité sur ces registres-là et en même temps de garder un régime d'exploitation normal, comme on dit, de fonctionnement et d'optimisation. C'est le concept d'ambidextrie qu'on cultive pas mal au centre de recherche en gestion. On peut parler aussi de coopétition. Ce sont des hôpitaux qui sont en concurrence, mais qui peuvent, dans certains cas, être en coopération. Comment on marie les deux? Donc, c'est un peu toutes ces questions qui sont en jeu dans la troisième orientation. Donc, pour résumer, agilité et performance en régime normal ne sont pas forcément contradictoires. Il faut certainement muscler l'hôpital dans sa fonction d'agilité, insister sur le management de proximité et définir des scénarios de transition entre performance interne et territoriale. Ce qu'on souligne en conclusion, c'est que tous ces aspects-là ne sont pas forcément toujours pensés et que, à côté des réformes structurelles qu'on voit depuis pas mal d'années, il est assez fondamental de raisonner aussi des formations de management, sur les comportements des équipes de soins. Il y a tout un raisonnement sur ce… Moi, je suis médecin de formation. Je n'ai pas eu, par exemple, une heure de formation au management pendant toute ma scolarité, mon internat. J'ai fait après une école de commerce ESSEC et une thèse à l'IX, mais pour essayer de comprendre, mais je n'ai pas eu dans mon background une éducation managériale et j'étais bombardé interne dans des équipes de 15 personnes. Donc, c'était très dépendant de mes caractéristiques personnelles. Donc, il y a vraiment un besoin de formation de management, sans doute à tous les échelons, au niveau des soignants, des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des responsables d'administration centrale. Ce n'est peut-être pas au cœur de la formation de ces métiers, mais c'est des formes de sensibilisation qui sont à trouver. Donc la formation pour rendre l'hôpital plus agile et pour renforcer aussi son inscription territoriale. Aude, de votre côté, qu'est-ce qui, à votre avis, dans votre expérience, pourrait être pérennisable? Qu'est-ce qu'il faudrait garder de ce que vous avez vu et qu'est-ce qui est lié de manière plus ferme au concept de crise? Peut-être que c'est un peu trop tôt pour être définitif, évidemment, sur ces sujets, vu que la crise, comme tu l'as souligné, Étienne, n'est pas terminée, ou en tout cas, on ne sait pas quand elle se terminera. Aude, est-ce que vous avez de votre côté une autre perspective depuis la position que vous aviez, vous? Oui, tout à fait. Moi, il y a un point dont je suis convaincue depuis des années et qui a été, je trouve, confirmé pendant la crise et mis en avant pendant la crise, c'est qu'à mon avis, on doit être capable d'ouvrir l'hôpital. On doit être capable d'ouvrir l'hôpital, de laisser entrer des citoyens, de laisser entrer des compétences inhabituelles et d'encourager finalement la diversité des profils au sein de l'hôpital, parce que c'est ça aussi qui apporte de l'innovation, qui apporte des solutions qu'on ne connaissait pas, qui apporte des, des choses qui sont parfois évidentes dans d'autres milieux et qu'on est capable de transférer à l'hôpital pour l'aider à se transformer plus rapidement. Bon, moi, évidemment, je travaille depuis longtemps sur toutes les questions qui sont plus liées à l'innovation et la transformation numérique. Mais là, j'ai vu pendant la crise à quel point ça a été accéléré. Il y a des choses qui ont dû être faites parce qu'on n'avait pas le choix. Étienne parle beaucoup de télémédecine dans son rapport notamment, mais il y a aussi eu pas mal d'autres choses qu'on a mises en place et qu'on a mises en place avec des profils j'ai envie de dire atypiques pour l'hôpital. Donc, par exemple, quand on a fait venir des soignants en renfort, d'une part, toute la partie organisation du recrutement, finalement, c'est des bénévoles qui passaient des journées au téléphone. On a monté un call center extrêmement rapidement pour accélérer ces recrutements. Les personnes qu'on recrutait, il fallait les former le plus vite possible à tous les logiciels type Orbis qu'on utilise à l'AP pour qu'ils puissent être opérationnels le plus vite possible. Et en fait, on a créé des webinaires, on a créé des MOOC, des choses qui se développent tout doucement à l'AP, mais qui là ont été extrêmement accélérées, et notamment parce qu'on avait sous la main ces compétences, qu'on avait des bénévoles qui étaient vidéastes, qu'on avait des bénévoles qui étaient développeurs, qui voulaient bien développer rapidement une petite application pour gagner du temps sur ceci ou cela. Et en fait, je pense vraiment que moi, c'est cette leçon-là que j'aimerais retenir de cette expérience,
Quand je vous dis on a 1200 personnes qui sont venues aider la PHP, ces 1200 personnes, c'est des gens qui ne travaillent pas du tout dans le milieu hospitalier habituellement et qui pourtant, de toute évidence, avaient quelque chose à apporter. Et puis parmi les gens qui travaillent déjà à l'hôpital, je pense que justement, il faudrait qu'on soit capable d'encourager les intrapreneurs, d'encourager un peu les électrons libres, de leur permettre de s'exprimer et de proposer des idées et d'être à la fois reconnus, autonomes et écoutés pour que ces bouillonnements d'idées qui existent déjà à l'hôpital puissent être accélérés, puissent être entendus par les dirigeants et puissent donner lieu à des améliorations concrètes. Ce qu'on a su très bien faire pendant la crise et j'espère qu'on saura continuer à faire évidemment un peu moins vite mais qu'on saura quand même faire à une vitesse raisonnable et qu'on saura ainsi retenir aussi des talents qui ont cette volonté de service public. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont en ma génération, tout on parle de la crise du sens, de la perte de sens. Bah, je pense que ce n'est pas une légende et que ces 20 000 personnes, elles se sont mobilisées aussi parce que c'était enfin une opportunité pour elles de donner du sens à leur travail et de mettre leurs compétences au service d'une cause qui leur semblait importante. Oui, en fait, ce qui est très intéressant dans vos deux perspectives, c'est qu'elles se complètent complètement, tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, Étienne, toi, tu parles de la manière dont on peut structurellement travailler sur l'agilité globale de la machine, de l'organisation humaine hôpital. Et vous parlez de la manière dont on peut travailler aussi sur l'entrepreneuriat, ce qui est une des veines en ce moment de l'innovation publique qui est encouragée dans beaucoup de collectivités, mais aussi en centrale à la direction interministérielle de la transformation publique, par exemple, où vous avez effectivement des programmes sur l'entrepreneuriat, sur la diffusion d'une culture de l'innovation, sur l'idée d'un droit à innover, à transgresser peut-être de l'agent public. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de commencer à prendre les questions qui nous arrivent. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On les prend, je vais les prendre maintenant au fur et à mesure. Il y a plusieurs types de questions. La première est très factuelle et s'adresse plutôt à Aude. On nous demande sur les 20 000 volontaires, combien ont été utiles? Je crois que vous en avez sollicité 1200, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Peut-être que ce sera intéressant d'entrer dans quelles étaient les spécialités qui ont été utiles. On a parlé un peu de data scientist, on a parlé de vidéastes, mais visiblement, l'échantillon est large. Ah oui, alors c'est extrêmement large. Si vous voulez des chiffres un peu plus précis sur la répartition des spécialités, j'avais gardé ça justement sous la main pour répondre à cette question. Je vous donne ça dans une seconde, parce qu'évidemment, je ne connais pas forcément tous les chiffres par cœur. Voilà. Alors, en termes de spécialité, on avait à peu près 33% qu'on a mis dans ce que j'ai appelé communication. Donc, c'est à la fois des communicants, j'ai envie de dire classiques, des gens qui travaillent dans le milieu de la communication et aussi tout ce qui est audiovisuel. On avait 14% de personnes qui sont plutôt dans le soutien à la recherche. On a fait appel aussi beaucoup à des doctorants, docteurs, post-doctorants, etc., qui sont venus aider aux essais cliniques parce qu'il y avait besoin d'un renfort pour notamment le recueil de données, de profils qui soient simplement des profils qui soient assez rigoureux pour le faire, mais qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir des compétences particulières en médecine. Et du coup, on a fait appel aussi à des jeunes chercheurs, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui venaient d'autres domaines que la médecine pour venir en renfort. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de polytechniciens qui ont participé. Il y a eu un appel qui était géré par Raphaël Bougan à ce sujet. 4% sur Raphaël Bougan qui travaille avec qui est directeur de cabinet d'Éric Labaille, le président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris. Oui, pardon, je pars du principe, mais c'est sûr que la précision peut servir. Il a été lui-même d'ailleurs modérateur du Slack et a été d'une très très grande aide. On a à peu près 16% de développeurs informatiques. On a mis d'ailleurs développeurs et data scientists ensemble, 16%, 17% plutôt dans le management, puisqu'on a aussi eu besoin d'aide sur de la gestion de projet,
des gens qui sont consultants en management, qui sont venus aider aussi au lancement de certaines cellules de crise. Tout à l'heure, j'ai cité très rapidement Covisan, par exemple, on a fait beaucoup appel à ce type de profil. Et 11% sur des profils plutôt logistiques. Il y a aussi eu de l'aide sur la gestion des stocks, par exemple, donc ils sont venus en renfort pour suivre au jour le jour la gestion des stocks et s'assurer voilà, qu'il n'y avait pas de perte de matériel, et pour aider aussi au déploiement des dons, puisqu'on a reçu aussi énormément de dons et ça a demandé beaucoup de logistique de réussir à les recevoir, à les répartir, à s'assurer qu'ils étaient répartis de manière équitable, etc. Voilà. Et 5% du milieu du care, donc nous dans care, on a mis en fait plutôt des compétences qui se rapprochent du soin, mais les soignants, généralement, on les a redirigés vers une autre plateforme qui était spécifique pour les soignants, mais il y a eu aussi des gens qui font de la médecine alternative ou des psychologues ou ce type de profil qui proposait un soutien, notamment aux soignants. Étienne, justement, dans cette dimension qui est l'ouverture de l'hôpital sur les territoires et sur le reste de la société, est-ce que dans le cadre de ton rapport avec Hervé Dumès, vous avez pu observer d'autres initiatives de ce type-là? Est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est peut-être lié aussi au fait que le PHP a travaillé sur ces sujets-là et peut-être pas d'autres administrations? Je ne sais pas. Est-ce que tu as identifié d'autres initiatives de ce type-là? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'initiatives à travers la France, que ce soit en Île-de-France ou que ce soit dans d'autres régions. Je pense par exemple à une initiative, j'ai à l'esprit en Rhône-Alpes. Il y a eu des initiatives qui ont essayé d'être, encore une fois, dans la vision territoriale de l'hôpital, c'est-à-dire partir de l'idée que seul on ne pouvait pas résoudre la crise. Et que donc il était nécessaire d'avoir des expertises à la fois dans le domaine de la santé autre qu'à l'hôpital, et comme le rappelait Aude, en dehors même du secteur de la santé. Et moi je me retrouve dans ce que dit Aude sur notamment la pluralité des points de vue, et je pense qu'il y a des passerelles entre notamment le monde de l'ingénieur et le monde de la santé qui sont de plus en plus évidentes. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'école polytechnique, il y a une réflexion à l'heure actuelle sur le fait d'avoir des rapprochements avec le secteur de la santé, les professionnels de santé, parce qu'on sent bien qu'il y a un besoin et des expertises comme celle qu'a montré Aude, que spontanément les professionnels de santé n'ont pas. Et je renvoie là-dessus, effectivement, à 2 minutes précédentes qui ont eu trait, effectivement, qui ont accueilli des chercheurs qui travaillent sur ces sujets de santé depuis les laboratoires de l'école polytechnique. Je pense notamment à la minute avec Antigone Alexandrou et la minute avec Abdul Barakat. Alors, autre question qui va dans ce sens-là aussi de la complémentarité, de la multidisciplinarité, de la multiplication des regards. On nous dit aussi que, outre la formation en management, peut-être qu'il y a d'autres sujets qui pourraient être utilement abordés ou porter la connaissance des médecins et des soignants. Notamment, il y a eu beaucoup de questions éthiques qui se sont posées. Est-ce que j'intube? Est-ce que je n'intube pas? Comment je soigne tel ou tel type de patient en fonction de l'âge? Il peut y avoir des processus sur certains types de malades, mais qui n'ont pas encore été établis sur d'autres. Comment est-ce qu'on peut travailler ou aider les soignants à travailler, à se confronter à ces sujets plus éthiques, plus philosophiques? Oui, alors évidemment, moi je suis de parti pris et je m'en excuse parce que comme je suis chercheur en management, c'est sûr que j'oriente plutôt la discussion vers le management, mais le propos que tu tiens et la question qui est posée est tout à fait pertinente. Il y a d'autres formes d'expertise et d'enseignement à trouver, notamment alors, sur la question de l'éthique et de la déontologie. On peut voir qu'il y a eu aussi un apprentissage des pratiques professionnelles, notamment dans le rapport à l'intubation. Donc ça, c'est sûr qu'il y a eu une expertise qui s'est développée au fur et à mesure. Je ne rentrerai pas dans le débat technique, d'abord je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Ce qui me frappe, c'est que dans cette notion d'éthique, il y a une question d'ego qui a été quand même très challengée pendant la crise, notamment dans le domaine de la recherche. Ça a échappé à personne qu'il y a eu quand même beaucoup de débats contradictoires, voire polémiques autour de la recherche et la découverte des nouveaux traitements. Ça pose un peu le problème quand même de rester modeste et humble face à l'incertitude régnante sur la connaissance.
c'est-à-dire d'organiser des débats contradictoires, de savoir avancer de nouvelles idées, c'est fondamental, de transgresser des règles, mais aussi d'être assez modeste par rapport à, d'avoir du doute par rapport à ce qu'on avance. Et pour terminer, il y avait un très joli éditorial dans la revue Science qui évoquait, parce que le phénomène n'est pas uniquement français, mais il est universel et c'est des questions de déontologie et d'éthique quelque part, qui était intitulé Under Promise, Over Delivered. Et donc, sous-entendu, on a tendance à plutôt promettre beaucoup et pas tellement produire, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut essayer de faire. Alors, on a beaucoup de questions sur la disponibilité de ton rapport. Il est publié et on mettra le lien, sous la vidéo sur la chaîne YouTube de l'École Polytechnique. Si tu me permets, Fabien, Vas-y. juste un petit point là-dessus en complément. D'abord, merci pour les personnes qui sont intéressées, mais on est très intéressé de continuer à avoir des entretiens. C'est-à-dire, on ne prétend pas avoir une vérité absolue, surtout avec ce que je viens de dire avant sur la modestie et l'incertitude. Mais ça nous intéresse beaucoup d'avoir des points de vue complémentaires. Donc, les personnes n'hésitent pas, il y a dans le lien nos coordonnées, dans la mesure de notre possible, parce qu'on est évidemment des artisans, mais on est très intéressé d'avoir d'autres points de vue et de continuer un peu cette réflexion pour comprendre un peu à la fois les enseignements de management ou d'autres et ce qu'on peut capitaliser pour demain. Et probablement que parmi les personnes qui sont au webinaire, il y a des gens qui ont une expertise très intéressante à écouter. Écoute, l'appel est lancé. Dernière peut-être question. On a aussi des questions de gens qui ont fait des offres de services à la PHP sur le management, etc., ou qui ont peut-être fait des demandes eux-mêmes de formation. Il semblerait que l'offre, d'une manière générale, soit peut-être peu existante, ou en tout cas peu connue, en tout cas l'offre de formation au management ou à ces sujets à l'intérieur de la PHP, ou des autres organisations semble finalement assez peu, assez peu connu, assez peu diffusé. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as une vision là-dessus, Étienne? Et peut-être que Aude aura aussi son avis sur la question. Moi, je partage, alors encore une fois, je suis de parti pris, donc il faut prendre ma réponse peut-être avec prudence, mais je partage vraiment ce point de vue qui est assez curieux parce que finalement, ça fait pas mal de temps que je travaille dans ce domaine. C'est que le management est toujours pointé comme un besoin. Alors, il faut s'entendre déjà sur le terme management. C'est vraiment le management de proximité, c'est-à-dire comment on travaille ensemble, comment on maintient un climat serein dans des contextes qui sont parfois sous pression, avec les urgences, incertitudes, l'augmentation d'activité, comment on se coordonne, comment on gère des conflits. Il y a énormément de sujets qui peuvent être évoqués, qu'on a essayé pour certains de développer dans le rapport. Ce qui est très frappant sur cette forme de management, c'est qu'elle est constatée, elle est pointée du doigt comme un besoin. On a plutôt du succès d'estime quand on fait des topos, des webinaires ou autres, mais le passage à l'acte dans les réformes est assez absent. C'est-à-dire qu'on répond souvent par des efforts structurels. Par exemple, la coordination ou la coopération. On parle de fusion d'établissements, on parle de groupes hospitaliers de territoire, de maisons de santé pluridisciplinaires. C'est intéressant, c'est sûr que c'est nécessaire, mais je terminerai juste par une image. Ce n'est pas parce que vous avez la plus belle maison construite au nom d'une coopération entre personnes que les gens vont s'entendre. On a un cas malheureusement très fréquent dans nos sociétés modernes, ce sont les ménages. C'est-à-dire que des gens peuvent habiter dans des très belles maisons, quand ils veulent divorcer, et qu'il y a un conflit entre les deux personnes, ce n'est pas l'architecture de la maison qui rentre en ligne de compte, me semble-t-il. Oui, je pense que tu pointes là un problème assez général du management public qui s'intéresse massivement aux structures et aux réformes de structures plutôt qu'au management de proximité. Exactement. Et à la concrétude de la vie des agents. Il y a quelque chose… Oui, pardon. Pour compléter ma vision modeste les 1 an et demi que j'ai passé à la PHP, moi j'étais beaucoup au contact des soignants parce que dans la manière dont on fait l'innovation, on commence toujours par aller à
interviewer les parties prenantes, un peu à la manière du rapport d'Étienne, pour comprendre leurs problématiques et après apporter des solutions innovantes. Et c'est un besoin qui est remonté souvent. C'est aussi quelque chose qui est remonté souvent comme des initiatives qui existent, mais qui sont très localisées. Par exemple, il y avait un médecin réanimateur qui a créé une formation simulation de communication pour apprendre à mieux communiquer les annonces difficiles avec les parents des patients, qui s'appelle Thomas Bognon. Il y a plein de petites initiatives qu'on a repérées, mais qui sont très localisées et qui finalement manquent peut-être d'un moyen d'être mises à l'échelle. Et puis là, suite à la crise, je sais que c'est des choses qui se développent beaucoup à la PHP. Moi, j'avais été pas mal en relation avec les ressources humaines puisque j'étais dans une cellule qui était en lien. Là, j'ai vu récemment passer des offres pour créer ce qu'ils appellent la ruche des managers hospitaliers de la PHP. Voilà, c'est des choses, je pense, qui se développent. En tout cas, le besoin, il est clairement aussi exprimé sur le terrain. Tout à fait. Je crois savoir qu'il y a des expériences, dont certaines sont assez anciennes, qui prennent en compte ce genre de choses. Je pense à des expériences comme la Fabrique de l'Hospitalité à Strasbourg, où il y a une équipe de designers qui sont inscrits même dans l'organisation du CHU et qui essaient d'améliorer l'expérience client, qui essaient d'inscrire mieux l'hôpital dans son territoire. Il y a des expériences localisées sur ces sujets-là, mais pas forcément encore beaucoup de déploiement ou de généralisation de ces expériences-là. Je vous remercie. On a touché du doigt pas mal de sujets. On n'a pas été forcément conclusif, mais comme le dit Étienne, c'est aussi l'incertitude dans laquelle on se trouve en étant encore un peu au milieu du gué. Enfin, on espère un peu plus qu'au milieu du gué. Je vous remercie tous les deux pour cette conversation très enrichissante. Je remercie tous ceux qui se sont connectés et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine Minute de l'X qui aura lieu dans 15 jours avec Thierry Rena et Joël Rosenberg et qui aura trait à l'industrie 4.0. Quelles seront les promesses, quelles promesses de l'industrie 4.0 et que peut-on en attendre? Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée.